de démarrer. Moi, je m'appelle Lucas Chassagne, je suis fondateur d'EFIB, je vais présenter juste après. Et Thomas Bathory, donc je suis un des consultants d'EFIB. On vous présentera EFIB, bien évidemment. Qui a une connaissance du sujet sur la comptabilité carbone? Vous pouvez lever la main pour savoir plus ou moins... Décarbonation, quels sont les enjeux et les leviers? Va commencer dès maintenant sur l'espace 1. Merci. Voilà, on a le top départ, donc on peut y aller. Donc on va essayer de pas trop faire long parce que c'est des sujets dont on pourrait parler pendant 2 jours sans s'arrêter, mais après vous pourrez nous passer nous voir sur notre stand ou à l'issue vous pourrez nous poser pas mal de questions. Pour démarrer rapidement, donc nous on est un bureau d'études ou un cabinet de conseil qui a pour vocation d'agir face au changement climatique avec une philosophie qui est d'allier économie, écologie et éthique. Pour le dire autrement, l'idée c'est de faire gagner de la performance économique à nos clients grâce à des leviers environnementaux, sociétaux. Et pourquoi ça? Parce que nous, notre objectif c'est d'accompagner la transition écologique. Si on veut transformer les choses en profondeur, notre conviction c'est que le seul moyen de le faire c'est par le levier économique. C'est ce qui permettra à terme effectivement de changer de modèle. Et donc nous accompagnons différentes organisations, ça peut être des sociétés privées, publiques, des associations dans leur transition écologique et sociétale justement. Et notre deuxième partie de mission c'est de diffuser les savoirs et bonnes pratiques, et donc c'est pour ça qu'on fait aussi cette conférence. On en fait assez régulièrement des webinaires et autres voilà, avec grand plaisir. On va travailler à la fois sur des axes stratégiques, c'est-à-dire qu'on va construire des stratégies d'impact, de décarbonation, RSE et autres, et à la fois sur des implémentations de solutions techniques, c'est-à-dire qui vont du diagnostic jusqu'à la mise en œuvre de la solution. C'est bien de dire quoi faire, c'est mieux de le mettre en place, et donc c'est là où on peut venir dessus. Et puis on va également avoir des stratégies autour de la communication. C'est-à-dire que il y a l'aspect économique, j'en ai parlé, mais le deuxième gros aspect qui va faire qu'on va changer les choses, c'est d'embarquer l'ensemble des parties prenantes. Et donc on va avoir différents modules pour créer du sens, créer de l'engagement et faire en sorte que les choses puissent se mettre en place dans la durée. On ne travaille pas tout seul. Donc aujourd'hui on est une équipe d'une dizaine de personnes, on est basé à Arras. On a des gros partenaires qui sont notamment la BPI et l'ADEME sur 2 programmes. On va représenter le Diag Décarbonation tout à l'heure. Et puis avec des partenaires aussi associatifs, notamment l'ABC, donc l'association pour la transition bas carbone, avec qui aussi on intervient régulièrement. Donc c'est eux qui détiennent la méthodologie bilan carbone. C'est les seuls habilités à le faire en France, c'est l'ABC. Voilà. Alors je suis désolé, je vais peut-être casser un peu l'ambiance pendant 5 minutes, mais ça fait partie du job au début. Est-ce qu'il y en a certains qui ont déjà vu ce graphique-là? Ouais, il y en a un devant, il y a Samy qui connaît. Donc ça a été présenté par Valérie Malson-Delmotte, qui est une des expertes du GIEC, française, directrice de recherche au CNRS, lors d'un conseil des ministres pour les sensibiliser aux enjeux climatiques. Les barres verticales représentent une température moyenne sur une année. Et donc vous voyez, je sais pas si vous voyez bien du fond, mais à partir des points blancs c'est à date. Donc là ça date d'il y a 1 an, mais ça représente à peu près. Et à partir de là on a différents barres horizontales qui viennent s'implémenter dessus. Ça correspond aux différents scénarios du GIEC qui eux-mêmes correspondent aux choix que feront l'humanité, donc nous collectivement, par rapport à la lutte contre le changement climatique. C'est-à-dire est-ce qu'on va réchauffer à plus 1,5, plus 2 ou plus 4 degrés? Bien, en fonction, il va faire chaud dans tous les cas. Est-ce qu'il va faire très chaud ou très très chaud? Ça, on le verra bien. En tout cas, nous on est là pour rester plutôt sur le bas. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que si on le corrèle aux années de naissance, justement, donc pour certains, ça ira à peu près quand on atteindra l'âge de vieillesse. Et pour nos enfants, dans tous les cas, il fera très chaud. Voilà, donc ça permet aussi de mettre en perspective par rapport aux générations futures qui vont arriver. Quelques constats sur. Donc je pense qu'aujourd'hui. C'est des choses que tout le monde peut voir. Donc c'est une courbe qui représente les records de température depuis les années 50 à maintenant. Donc on peut voir qu'il
il faut toujours distinguer les évolutions structurelles et les évolutions conjoncturelles. Donc conjoncturellement, il y a des moments c'est un peu plus haut, c'est un peu plus bas. Ce qu'on peut voir, c'est que structurellement, il y a quand même, on peut tracer une droite qui est quand même ascendante. Et ça, sur lequel on peut pas trop aller contre. Et puis il y a des constats évidemment assez visibles. Alors les glaciers, on en parle souvent parce que c'est des marqueurs qui permettent de repérer les choses assez factuellement, mais il y en a plein d'autres, des marqueurs comme ça. Donc là c'est un glacier qui est en Autriche, qui en 25 ans, vous le voyez, a quand même perdu une grosse partie de sa masse. Des photos comme ça, je peux en montrer toute la journée, parce qu'il y en a malheureusement énormément. Ce qui a été démontré par la communauté scientifique, donc notamment les experts du GIEC, qui je fais une petite parenthèse là-dessus, sont à part sur les quelques dizaines de coordinateurs, sont que des bénévoles. C'est-à-dire qu'ils font ça parce qu'ils y croient. Et c'est des travaux de ce qu'on appelle de revue littérature. C'est-à-dire qu'ils vont essentiellement relire, compiler des mémoires, des revues, des papiers scientifiques, etc. qui ont été publiés. Donc c'est des milliers de travaux scientifiques qui ont été compilés et qui montrent année après année que voilà, il n'y a pas trop de débat. Qu'en l'occurrence, cette élévation des températures est liée d'une part aux consommations d'énergie primaire et qui elle-même est liée à l'augmentation des émissions de CO2. Donc vous voyez que les deux courbes sont à peu près, on pourrait quasiment les superposer. Sachant que au loin, je pense que vous voyez pas trop, mais en vert, en bas, c'est le bois. Ensuite, en rouge, c'est le charbon. Le pétrole en noir, le gaz. Et au-dessus, c'est ce qu'on appelle les énergies renouvelables, donc l'hydraulique qui va rentrer dedans. Donc en gros, on a encore 80% de l'énergie primaire consommée aujourd'hui, que ce soit pour les voitures, pour le chauffage, pour l'industrie, etc., qui est l'énergie fossile. Et donc à côté, on voit les émissions de CO2 qui sont très directement liées justement à cette consommation d'énergie fossile, justement. Voilà, donc c'est vraiment la première source d'émissions de CO2 en France. Alors d'ailleurs, on parle souvent par facilité de CO2, mais en réalité, il existe plusieurs gaz à effet de serre. Il y a donc le CO2, donc le dioxyde de carbone, il y a aussi le CH4, donc le méthane, et puis il y en a plein d'autres. C'est que pour simplifier les choses, on a tout ramené sur une unité commune qui s'appelle le CO2 équivalent, qui fait 1, et puis d'autres valent 40, voire plus. C'est-à-dire à quel point ils vont plus ou moins réchauffer l'atmosphère. Voilà. Donc, ok, ça se réchauffe, ça là-dessus c'est indéniable. On a déjà pris 1,2 degré depuis qu'on mesure, donc ça a pas mal accéléré. On est en train de rentrer sur un phénomène de El Niño, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui va nous rajouter encore un surplus énergétique. Donc probablement on va atteindre les 1,5 degrés provisoirement pendant quelques années. Souvent on dit on fait ça pour la planète. Mais en réalité, non, c'est pas du tout pour la planète. La planète, elle va continuer à tourner avec ou sans nous. Ça va pas trop changer. On fait ça pour les espèces qui vivent dessus, et particulièrement l'espèce humaine. Voilà, l'Homo sapiens, qui est nous. C'est assez documenté aussi que le réchauffement climatique a des incidences sur nous, en quelque sorte, et particulièrement sur les populations les plus fragiles, les plus sensibles, avec des chiffres qui sont assez astronomiques. On parle de 2050 d'1 milliard de populations, 1 milliard qui pourraient être déplacées pour des causes liées au changement climatique. Syrie, 5 millions de réfugiés, Ukraine, 5 millions à peu près, dont 3,5 millions qui sont passés en Pologne. Vous voyez déjà les débats que ça entraîne, la difficulté à gérer ça. Là, on va parler de 100 fois plus, voire 200 fois plus de personnes qui potentiellement pourraient se déplacer. Et puis avec des morts directement liées au changement climatique. À plus de degrés, on a disparition totale des coraux marins, on a les équilibres alimentaires mondiaux qui sont complètement remis en question, et donc ça veut dire qu'on va réaugmenter malheureusement les famines qui avaient été un peu mis en sommeil pendant les quelques dernières décennies, et donc voilà, qui vont encore entraîner tout ça. Maintenant que j'ai dit ça, fort heureusement, les pouvoirs publics, on peut dire que c'est assez, pas assez, voilà, mais en tout cas, il y a quand même des choses qui sont actées. On pris des décisions. En Europe, la tête de pont, c'est le Green Deal, donc aussi le pacte vert pour l'Europe, qui dit grosso modo neutralité carbone en 2050 sur le continent européen. La France a adapté ça avec une stratégie nationale bas carbone qui montre voilà, une décroissance de nos émissions de manière à atteindre plus ou moins la neutralité. La neutralité, ça veut dire quoi? Ça veut dire de pouvoir
atteindre un équilibre, une balance en quelque sorte entre ce qu'on est capable d'absorber à travers nos forêts, nos océans, nos prairies, etc. et ce qu'on émet. Et donc c'est ce qui est en bas, le vert, ça c'est les capacités d'absorption, et ce qu'on émet c'est en bleu. Donc c'est ça la neutralité carbone, ça veut dire ça. Et ça n'a de sens qu'à l'échelle d'un grand territoire, d'un pays, d'un continent, etc. À l'échelle d'une entreprise, ça n'est pas possible, ça n'existe pas. Un seul moyen pour qu'une entreprise, qu'une collectivité ou une activité soit neutre, c'est qu'elle ferme, tout simplement. Parce que forcément, peu importe ce qu'elle fasse, elle va dans tous les cas devoir utiliser l'électricité, elle va devoir un minimum se déplacer, acheter des équipements, etc. Donc après, elle peut compresser au maximum, et on va le voir, ses émissions, puis elle peut éventuellement les compenser, mais elle-même, intrinsèquement, ne peut pas l'être. Voilà, vous savez ce que c'est ça? Il y en a certains qui connaissent ce graphique-là. Ça vient de Nos Gestes Climat, qui a été co-développé par l'ADEME et par l'ABC, dont j'ai parlé, qui est un petit test que chacun peut faire. Je vous invite à le faire, ça prend 10-15 minutes. C'est volontairement simplifié pour que ça soit vite. Forcément, c'est un peu imprécis par nature. Mais ça vous donne à chacun quelle est votre propre empreinte par rapport à vos habitudes de vie, vos déplacements, vos habitudes de consommation, etc. Et donc la moyenne d'un Français, c'est 10 tonnes de CO2. En 1, c'est que parfois on n'y pense pas, mais c'est l'alimentation qui est le premier poste, et donc l'agriculture qui est liée, puis les transports, puis l'habitat. Est-ce que vous savez ce que c'est? Il y en a qui connaissent les autres? Le troisième, par exemple, à quoi ça correspond, le troisième poste, celui qui fait 1,1 tonne? C'est les impôts, effectivement, c'est l'administration. En fait, c'est la collectivité. C'est-à-dire qu'on utilise tous collectivement les hôpitaux, les collèges, les lycées, les impôts. Voilà, c'est tous les services d'État qui, forcément, collectivement, reposent un peu sur tout le monde et donc en impact. Ensuite, on va avoir les biens d'équipement, c'est-à-dire les vêtements, l'ameublement, etc. Et enfin le numérique, en dernier, qui est le dernier poste. Et sur le numérique, d'ailleurs, parce qu'on entend souvent beaucoup parler de choses. Le gros de l'impact du numérique, c'est ça, hein, c'est le matériel. C'est le flux de données a un impact dessus, mais très en deçà de l'achat de matériel. Si on veut réduire son impact du numérique, allonger la durée de vie de vos matériels. Voilà. Après, on peut faire attention effectivement au flux de données, au flux de vidéos, etc., qui vont avoir des incidences, mais très largement de ça, très largement. Voilà, on a donc un sujet carbone, mais il y a aussi un sujet ressources. Donc c'est un modèle qui avait été développé par Hubert dans les années 50 sur les réserves de pétrole. Et donc ce qu'on voit, c'est que, enfin là on le voit peut-être pas très bien, mais là on est dans les années 2020 et quelques. On a passé le pic de production de pétrole, on est déjà sur la décroissance. Donc au-delà du sujet émissions, climat, etc., il y a un sujet de dépendance aux énergies fossiles. Et on peut le rattacher par exemple à la voiture électrique, qui a des vrais avantages d'un point de vue environnemental, mais qui a aussi finalement, qui n'est pas tellement un choix à venir, parce que vous voyez, dans les années 2050, on est là à peu près. Hein. Donc c'est-à-dire que les réserves de pétrole, il en reste plus beaucoup, donc ça veut dire que forcément il va être très cher et qu'il faut le réserver à des usages dont on aura plus de mal à substituer par rapport à l'électrification des véhicules. Voilà, donc ça c'est de la physique, hein, tout simplement, c'est la limite des ressources. Un côté, c'est un rapport qui avait été qu'on appelle le rapport Meadows, qui date des années 70, qui s'appelle The Limit to Growth, et qui a pointé justement les limites de la croissance et qui a fait énormément de modélisation autour de la nourriture, autour de la production, etc. Et donc en pointillé sont les modélisations et en gras c'est ce qui a été réalisé. Et donc vous voyez que déjà dans les années 70 ils sont pas trop plantés et qu'ils sont à peu près bons partout. Voilà, depuis les années 70 en fait on le sait, hein, tout ce qui est voilà, c'est assez modélisé. On a un sujet aussi, donc ça sort un tout petit peu du carbone, mais j'avais quand même envie d'en parler, autour de la biodiversité. On a perdu les 2/3 de la faune animale sur Terre et on a des pourcentages d'altération de la biodiversité qui sont astronomiques. Voilà, on parle de 75% de l'écosystème terrestre. Et donc forcément les deux sont quand même intimement liés aussi entre tout. Hein. Ça va, il reste de l'énergie à certains, il y a un peu d'espoir. Bon, nous on en a. Pour faire le lien du coup aussi avec ce que je vais présenter sur la méthodologie bilan carbone et la manière de compter, etc., les différentes étapes, hein, ce que vient de faire Lucas, en fait, nous on le fait en entreprise. Hein. Donc là vous avez des petits extraits, mais en fait, voilà,
Ça fait aussi partie de la phase sensibilisation énergie-climat. Donc c'était des petits extraits de ce qu'on peut montrer. C'est ça. En fait, pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on est assez convaincu que si on veut faire changer les choses, il faut, et particulièrement dans les entreprises, ça ne peut pas simplement venir d'un ordre de la direction. Il faut évidemment que la direction donne l'ordre en quelque sorte, mais il faut surtout que les gens aient envie de le faire. Et pourquoi ils auront envie de le faire? C'est parce qu'ils auront compris derrière les enjeux. Voilà, alors je ne sais pas si... Bon, je pense que ceux qui sont venus ici sont peut-être un peu plus ouverts sur ce sujet-là, mais peu importe, on a déjà eu des résultats assez sympas où des gens étaient arrivés en disant « ce que vous dites c'est nul ». Puis à la fin, on disait oh, bon, finalement, ok. Bon, voilà. Mais voilà, donc effectivement, c'est un peu concentré. Bon, nous on a toujours de l'espoir, c'est pour ça qu'on bosse, hein, sinon on aurait arrêté depuis longtemps. Et on pense qu'on peut faire changer les choses. J'espère que vous avez tous compris cette urgence climatique. On a aussi d'autres enjeux à côté de ça. Pour les entreprises, on a un premier enjeu qui va être lié à la maîtrise des coûts. Le graphique du haut, ce sont l'évolution des prix de l'énergie depuis 95, je crois, jusqu'à maintenant. Pareil, on voit encore ce que j'expliquais tout à l'heure, des évolutions structurelles, les petits pics, hein, et puis les évolutions conjoncturelles, pardon, et l'évolution structurelle qui voit que globalement, tout prix des énergies, là on a plein de trucs, on a le propane, le butane, le bois, le gasoil, etc. Enfin, c'est un peu, tout est confondu dedans, et continuellement croissant. Et donc ça va continuer à venir. Ça veut dire que on a eu des gros pics dernièrement, mais que globalement 5% par an d'évolution en permanence sur l'énergie. Effectivement, gros pic l'année dernière, c'est le graphique qui est en bas sur l'électricité. Et puis celui qui est en vert, c'est l'évolution de la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes, qui indirectement donne le prix des déchets derrière, ou une partie du prix des déchets, parce qu'il n'y a pas que ça qui va être lié. Et donc pareil, qui est croissant, qui fait commenter. Donc ça veut dire que pour toute structure qui va consommer de l'électricité, qui va générer des déchets, y a un enjeu de maîtrise des coûts qui va forcément aller, et donc de préservation de son excédent brut d'exploitation, de son EBITDA, etc. Un deuxième enjeu qui va être lié à la réglementation, qui n'est que croissante sur le sujet. C'est un peu le pouvoir public a toujours une double stratégie, une stratégie du bâton, voilà, on met de la réglementation, on oblige, et puis la stratégie du financement avec différentes aides. Là, 30 milliards cette année pour la transition écologique. En Europe, c'est 10 000 milliards par an pendant les 10 prochaines années, donc c'est quand même des montants extrêmement importants. Et donc les entreprises ont le choix, soit elles attendent le bâton, sur lequel si elles ne font pas, c'est la pénalité financière, soit elles le font maintenant et elles prennent les aides. Donc sur la réglementation, il y en a plein. Autour de l'environnement, donc voilà, les lois anti-gaspillage, le décret tertiaire, l'audit énergétique, etc. Sur le social aussi, parce que si on élargit un petit peu autour des index, etc. Les lois Pacte, les lois Sapin 2, etc. Et ça, ce n'est que croissant. Et ça, voilà, si on regarde l'histoire de la réglementation, ça ne fait que se durcir, que s'accumuler dans le temps. Donc on n'est pas dans le secret des dieux, mais on sait que ça continuera. Un enjeu business également. Où toutes les études le montrent. Là, c'est quelques extraits, mais on peut en sortir énormément. Tout le monde aujourd'hui, je pense que si je vous pose la question, vous allez tous dire oui. On veut plus de green, plus de bio, plus de responsables, plus d'éthique, plus de local, etc. Donc ça veut dire que toutes les entreprises qui répondent à ça, forcément répondent aux attentes du marché et donc vendent mieux, ou inversement, si elles ne le font pas, risquent de perdre du business. Il y a des voilà, ça on a connu, c'est la loi du marché. Sur le numérique, Kodak n'a pas cru au numérique et est mort. Voilà, Nokia n'a pas cru au smartphone et est quasiment mort. Enfin, d'autres activités, mais sur la partie téléphone est quasiment mort. Voilà, donc ça, les entreprises, qu'elles y croient, qu'elles y croient pas, c'est un enjeu business, point. Et que c'est aussi vrai dans le B2B que dans le B2C. Sur les entreprises, nous on a plein de clients qu'on accompagne parce qu'ils ont des grands donneurs d'ordre, ça peut être public, ça peut être privé, ça peut être des groupes du CAC 40, etc. qui leur disent montrez-nous ce que vous faites en termes d'environnement, mais si vous ne faites pas, on vous déréférence, on vous sort dans 2 ans, 3 ans. Voilà, et donc c'est clairement un enjeu de vente. Sur les collectivités, pareil. À partir de 2026, ça sera obligatoire que la totalité des appels d'offres publics, 100%, devra contenir des critères environnementaux. C'est déjà le cas, hein, il y en a déjà de plus en plus, mais là, ça sera 2026, c'est 100%. Et avec un poids important. C'est-à-dire que ce n'est pas 2% de l'appel d'offres. Ce sera des poids assez significatifs. On parle de 30% peut-être de l'appel d'offres qui vaudra sur le critère environnement.
Donc forcément, voilà, ceux qui ont déjà travaillé dans les marchés publics, on sait que c'est pas évident. Sur la partie entreprise, il y a déjà des choses, la SNCF ou Forestia, par exemple, vous connaissez peut-être pas trop, mais c'est un équipementier automobile qui fait 120 000 personnes, demande à ses fournisseurs, dans les appels d'offres, d'intégrer un calcul carbone de la pièce. Disant, voilà, vous me fournissez un tuyau, je sais pas, dites-moi combien de tonnes de CO2 elle émet. Et ça, c'est converti face à un poids carbone. En l'occurrence, ils ont pris 75 € la tonne de CO2 et ça vient réimputer le prix. Dans l'automobile, ça se joue à 0,01 centime près. C'est vraiment le prix, c'est le premier critère. Donc ça veut dire que derrière, ça peut faire switcher le prix d'une entreprise et donc gagner des appels d'offres ou pas en fonction de son impact qu'on aura sur l'environnement. Et puis on a une pression interne également, encore un autre enjeu. Alors il y a à la fois des pressions sur les coûts, etc., qui est globale, pas que sur l'énergie, même sur les difficultés d'approvisionnement et autres. Et puis sur les recrutements. Toutes les études le montrent aussi. Un salaire plus ou moins comparable, hein, c'est sûr que s'il y a x2 entre les deux, mais un salaire plus ou moins comparable, ce qui est souvent le cas, les impacts, les critères liés à la qualité de vie au travail, à l'impact environnemental de la société vont être importants dans le choix du job pour les futurs salariés. Et c'est beaucoup plus vrai vers les jeunes et c'est beaucoup plus vrai vers ceux qui ont fait des études supérieures. Par exemple, les ingénieurs aujourd'hui, plein emploi, 3% de chômage en France. Donc c'est la guerre pour les recruter. Les salaires vont être sensiblement équivalents, donc ça va jouer aussi sur d'autres choses. Et donc ça, c'est vraiment un critère important, c'est ce qu'on appelle souvent la marque employeur. Et enfin, il y a aussi un sujet autour de l'anticipation des risques climatiques. La photo du bas, c'est les incendies de l'année dernière dans le Bordelais. L'image du haut, c'est une modélisation du risque d'inondation et de submersion sur le nord de la France. Donc là, on parle d'entre Dunkerque et la Hollande. C'est contrairement à ce qu'on peut penser, le nord de la France, c'est une des zones les plus à risque au monde, et d'Europe particulièrement, notamment dû aux vagues de submersion. Je pense que vous êtes déjà tous allés à Brédune, à Dunkerque ou au Touquet, ou j'en sais rien. Vous avez vu les marées, à quel point elles bougent. Mais avec une évaluation des mers, en fait, le trait de côte pourrait reculer sur des kilomètres et des kilomètres. Et donc il y a des vrais enjeux d'adaptation derrière. On a aussi des enjeux de pression externe. Peut-être vous connaissez Yuka, où ça permet aux consommateurs de noter et donc d'avoir des avis sur l'impact du produit. Donc c'est plutôt sur la santé, mais bon, c'est assez lié. Glassdoor, c'est un peu l'équivalent pour les employeurs. C'est-à-dire que c'est les salariés qui viennent noter leur patron en disant est-ce que c'est un bon patron ou pas. On a beau être d'accord ou pas, on ne peut pas refuser en fait, hein, c'est sur internet et les gens y vont et point barre. Donc, et souvent ce qu'on dit sur les notations, c'est on a sur 10 qui sont pas contents, c'est 9 qui en mettent, et sur 10 qui sont contents, c'est 1 qui le met, hein, donc voilà, il faut être très vigilant là-dessus. En équivalent de Yuka, en matière de notation carbone, j'ai envie de citer l'appli Carbone justement, avec un K. Ouais. Voilà, qui sont des Lillois. Un petit peu le même principe que Yuka, mais vous allez avoir les infos carbone, empreinte carbone des biens de consommation, en particulier alimentaires. La photo du haut, c'était il y a, je crois, une quinzaine de jours. C'est la salle Playel, AG, donc Assemblée Générale de Total, où des activistes climat sont venus bloquer l'Assemblée Générale. Donc forcément, ça médiatise et ça met un coup de lumière sur ce que les entreprises ne veulent pas forcément. On peut juger d'un côté ou de l'autre, nous on n'est pas là pour ça, mais en tout cas c'est des faits. Et tout ça c'est autour du greenwashing, c'est-à-dire c'est le principe de repeindre envers la façade. Aujourd'hui c'est de plus en plus surveillé, c'est de plus en plus taclé, il y a plein de... on peut sur LinkedIn par exemple, on peut citer Bonpote, on peut citer Pearl Greenwashing, qui vont, il y a des sortes d'associations qui vont faire ce travail de veille. Et dès qu'il y en a un qui fait du greenwashing, paf, il se fait taper dessus. Premièrement, il faut savoir que c'est puni par la loi. Ça peut aller jusqu'au pénal. Hein, ça y va jamais trop, mais il y a quand même des sanctions qui peuvent aller. Et puis surtout, ça a l'effet bad buzz, qui est souvent bien pire finalement pour les entreprises. Il y a des exemples assez importants. Un qui a été marquant, c'est Nike, ça remonte un peu, mais avec les ballons lors de la Coupe du Monde qui étaient fabriqués par des enfants, donc qui a eu des effets hyper néfastes derrière. Voilà, donc vous avez compris le contexte.
beaucoup d'enjeux finalement pour les entreprises. On peut finalement se dire que c'est plus vraiment un choix d'y aller ou pas. Nous souvent on a souvent tendance à comparer ça avec en disant que la RSE, la décarbonation, etc. c'est un peu comparable au numérique, au digital il y a 30-40 ans. C'est-à-dire que voilà, on était au début sur les premiers ordinateurs, puis Internet. Il y en a qui n'ont peut-être pas voulu trop y aller, mais aujourd'hui, tout le monde y va de toute manière, ça c'est clair. Et plus on y va vite, plus ça permet de prendre de l'avance. Voilà. Et très probablement, voilà, qui il y a 30 ans aurait pu imaginer Google ou Facebook, peut-être certains, mais en tout cas pas moi. De la même manière, on pourrait supposer qu'il va y avoir énormément de business models, de nouvelles entreprises, de nouveaux types d'activités qui vont émerger dans les prochaines années face à ce nouveau changement. Je fais une petite parenthèse sur la partie RSE, parce que les deux sont intimement liés, qui est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable, et qui lui-même, le développement durable, et la conjonction essentiellement de l'environnement, de l'économie, du social. J'insiste là-dessus d'ailleurs parce que souvent on pense que c'est que l'environnement ou autre. Non, c'est nous on l'a dit un peu au démarrage, c'est vraiment il y a l'aspect économique et l'aspect développement qui rentre dedans, qui est essentiel, Et quelque chose qui est clé et qui va être clé aussi dans la décarbonation, c'est le dialogue avec ses parties prenantes. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses tout seul, c'est complètement impossible, vous allez le voir. Et donc c'est important d'avoir identifier justement ces parties prenantes internes mais aussi externes, ses clients, ses fournisseurs, etc. pour pouvoir engager cette démarche collective et cette démarche de transformation. Ça va ? On n'a pas trop plombé l'ambiance, un petit peu. Bon, vas-y, on va remonter la pente parce que de toute façon, ça a été d'ailleurs même la première image montrée par Lucas, avec, vous vous souvenez, ces climate stripes là, du bleu au rouge, c'est que on a notre avenir climatique entre nos mains, et donc ça fait vraiment partie des messages qu'on fait passer à tout le monde, et en particulier auprès de nos clients. C'est que on peut vraiment encore agir dessus, et c'est pas nous qui le disons. Tous les scientifiques, tous les climatologues vous diront que si on met les efforts nécessaires, si on réduit maintenant de beaucoup nos émissions de gaz à effet de serre, on va limiter la casse. Ça, c'est une réalité. Après, il y a les effets physiques qui vont perdurer. Tu parlais de la montée des eaux. Malgré tout, l'inertie fait que là, ça va quand même perdurer, mais si on rejette moins de gaz à effet de serre, ça va quand même aller un petit peu moins lentement. En tout cas, donc parmi les missions qu'on peut réaliser chez EFIB, on commence par des diagnostics, bien évidemment. Donc ça, c'est aussi notre démarche d'ingénieur sur le fait qu'on va faire un état des lieux et on va compter le carbone. Mais, et d'ailleurs, on le retrouve, je crois, dans le titre de la conférence d'aujourd'hui, on ne le compte pas pour n'importe quoi, on le compte pour agir. Donc on va voir quelques petites choses autour de ça. Donc le contexte, il est très favorable pour les entreprises en France sur le fait de réfléchir à sa stratégie climat, de faire un diagnostic état zéro et puis de s'améliorer. Donc on a un contexte réglementaire sur une mesure de gaz à effet de serre, donc de bilan, qui est obligatoire pour les entreprises de plus de 500 salariés, en bilan d'émissions de gaz à effet de serre. D'ailleurs, si vous êtes curieux sur les bilans générés sur le site de l'ADEME en ligne, bilan GES, vous avez un peu plus de 5000 bilans carbone qui sont en ligne, donc ça peut être intéressant d'aller voir, que ce soit les entreprises, des structures publiques. Donc actuellement, un outil qui marche pas mal, c'est le diag décarbonation. Alors c'est pas ça que je voulais un petit laser. Ouais, hop. Voilà le décarbonation, donc qui est ni plus ni moins qu'un bilan carbone en fait, qui a été assez intelligemment remarqueté par BPI France, puisque justement on va garder un petit peu de temps pour l'action. Donc il n'y a pas que le comptage. Et je vous remontrerai un peu les différentes phases. Et puis il y a différentes initiatives. On peut citer donc le French Business Climate Pledge du MEDEF ou SBTI dans une vision plus internationale. Voilà, on vous fait une petite sélection, mais on voit que ça bouge de partout. Il y a des initiatives de partout.
Et bon, on a pas mal de demandes. Il y a des initiatives sectorielles aussi. Par exemple, la semaine dernière, on était avec l'UDES, donc l'Union de l'économie sociale et solidaire. On a fait des conférences dessus et on participe au développement avec l'ABC justement d'un outil qui s'appelle Valeur ESS. C'est un mini-outil pour le secteur. De la même manière, Thomas particulièrement, il travaille avec la FFB, donc la Fédération Française du Bâtiment, sur de l'ingénierie pédagogique, l'ingénierie d'information et des outils, des outils plus simplifiés, mais voilà, sectoriels. Donc ça, il y a de plus en plus de filières. Vous pouvez vous rapprocher de vos syndicats et autres qui sont en train de pousser aussi des choses spécifiques pour le secteur, souvent plus simples, mais qui permettent d'engager quelque chose. Donc la réduction dans les objectifs, elle est assez faramineuse puisque c'est à peu près 40% à partir de maintenant, d'ici à 2030. Et c'est le moins 55% au niveau européen entre 90 et 2030. Et la France, là tout récemment, je ne sais pas si vous avez entendu ça, s'est alignée sur ces objectifs européens en disant bah oui, il faut baisser de 55% nos émissions de gaz à effet de serre. Alors inventaire national, ce qui est émis directement par la France, ce qui est différent des empreintes carbone. Tout à l'heure, Lucas vous a montré des chiffres sur l'empreinte carbone d'un Français moyen. Donc là, on n'a pas que les gaz à effet de serre émis directement sur le territoire national, puisqu'il y a le carbone de ce genre de petites choses qu'on achète. En tout cas, rien que produit sur... en Chine. Bah oui, voilà, pour ne pas les nommer. Donc il y a du boulot dans tous les sens en décarbonation. Alors malgré tout, on constate que selon le baromètre 2022 RSE, il y a encore beaucoup à faire, puisque vous avez 2/3 des PME qui n'ont pas fait de bilan carbone. Alors nous, on connaît bien le contexte PME, c'est un petit peu actuellement notre cœur de cible. Et puis sur celles qui ont fait un bilan, vous n'en avez que la moitié qui ont mis vraiment un plan d'action formalisé. Et si on compte, c'est bien pour agir. Je vais être un petit peu lourd là-dessus. Et seulement 20% qui ont vraiment déployé des actions. Donc là vous avez les petites proportions qui sont montrées. Ce défi clair, on essaye donc dans les stratégies de décarbonation, une fois qu'on a compté le carbone, d'aligner les entreprises sur une trajectoire de décarbonation. Après c'est du management et de la gestion de projet sur essayer de faire -5, -10% par an. Autant dire que c'est des sacrés montants. Si je dis ça, c'est bien que ça correspond à ce qu'il faudrait faire. Covid 2020 subit la crise, environ 8-9% de gaz à effet de serre en moins sur la période critique en France. C'est à peu près finalement ce qu'il faudrait faire tous les ans, je dis bien tous les ans, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, pour arriver dans un monde durable. Donc ce fameux 1,5 degré dont vous avez sûrement entendu parler, pour essayer de ne pas trop s'en éloigner. Il commence un petit peu à s'éloigner, mais c'est 1,6, 1,7, ça serait déjà pas mal. Il s'agit bien de cet effort-là à réaliser. Si on regarde un petit peu les profils moyens d'ailleurs d'empreinte carbone d'une entreprise, vous voyez que la partie bleu foncé là, c'est les achats. Donc ça c'est le profil d'une entreprise française. Plutôt industrielle là, quand même. Industrielle, parce qu'on a tous les intrants. C'est ça. Ouais. C'est vrai que souvent, quand on pense empreinte carbone, on va intuitivement penser transport et chauffage. Je pense que... Et en fait, le gros, c'est les achats. Et même sur les entreprises de services, même pour nous, EFIB, on a une entreprise de services, on a un petit bureau d'études. Ouais. Le premier poste d'émission, c'est les achats, avant le transport. Et pour l'industrie, ça peut même monter au-delà. À plus de 80%, c'est les achats. Et donc, si on caricature un peu, on pourrait avoir, en théorie, un produit fabriqué en Chine beaucoup moins impactant d'un point de vue carbone qu'un produit fabriqué à Roubaix. Oui. Alors c'est rarement le cas parce qu'en Chine l'électricité est beaucoup plus carbonée qu'en France, mais en réalité c'est ça. Oui, là vous voyez l'énergie 5% et le transport 7%. Ouais. Voilà. C'est donc en fait le bilan carbone va permettre cette vision d'empreinte carbone avec le scope 3, le scope le plus étendu. Et on va bien trouver du carbone un peu caché dans tous les achats de matières premières. Spontanément, on incrimine un peu vite énergie et déplacement sur les bilans carbone. Évidemment, il y a du carbone là-dedans,
mais on a un poids vraiment important des achats. Hein. Et puis en proportion, on a essayé d'illustrer ce moins 40 en 7 ans, ce que ça peut donner. Il y a du boulot. Donc pourquoi compter le carbone? Donc pour anticiper la transition. Franchement, une entreprise qui n'aurait pas réfléchi à sa dépendance à tout ça et aux implications, au niveau de sa survie, on peut être quand même très inquiet. On voit personne à l'abri, franchement. Limiter ses impacts, de toute façon, de manière générale, sur le changement climatique. Anticiper les impacts économiques. Au niveau raréfaction des énergies fossiles, si vous achetez des matériaux qui viennent de loin ou qui sont énergie intensifs, vous avez quand même des soucis à vous faire. En tout cas, il faut anticiper fortement là-dessus. Anticiper aussi les freins sur les activités carbonées. De manière générale, il est beaucoup moins coûteux de prévenir que de guérir dans le domaine. Et puis, vous revoyez vos modèles. Donc, repenser sa place dans ce qu'on a appelé le monde de demain. Et puis, bien sûr, pour agir. Alors, le fait d'agir va enclencher beaucoup d'effets positifs en externe, en interne. Et là, je reviens d'une région limitrophe là, de Normandie, où en fait, les petites entreprises du bâtiment, plutôt des petits, font un diagnostic et puis essayent de décarboner leur activité. Et on leur a demandé d'en parler à leurs salariés et elles étaient ébahies en fait du fait que ça intéressait leurs salariés. Voilà. Elles ne pensaient pas. Je ne savais pas que ça les intéressait. En fait, si, il y a eu plein d'idées. Franchement, voilà. Donc, Lucas parlait de marque employeur. Ça illustre bien. Hein. Et dans le bâtiment, d'ailleurs, et les réactions qu'il y a eu, c'était pas que des cadres du bâtiment. C'était vraiment même les gars du bâtiment, alors. Même les gars du bâtiment s'y mettent, alors, vous voyez. Donc, pour agir en interne et en externe. Donc, comment faire? Il y a cet état zéro, on n'y loupe pas. Finalement, l'état zéro personnel, on a parlé d'empreinte carbone personnelle. Mais sinon, on le fait de manière très rigoureuse et normée. On vous a remis après les outils pour compter le carbone. On va tout compter, on va tout regarder. Par exemple, tout ce qu'on achète ou tout ce qui est immobilisé, il y a du carbone là-dedans. On vous montrera aussi le petit schéma. Il y a une calculette, une grosse calculette. C'est les gros tableurs bilan carbone avec tous les facteurs d'émission. Donc on se prend la tête là-dessus et on aime plutôt ça. Et puis des résultats, je vous montrerai un exemple sous cette forme-là, sur les postes les plus émissifs. Là, on est sur un exemple avec encore pas mal d'achats ici, et puis de l'utilisation des produits vendus. Hein. Donc on a d'un côté des données, du kilowattheure, du kilo, des mètres cubes, etc. Des euros. Des euros aussi, et qu'on convertit avec un facteur d'émission qui est systématiquement changeant. Voilà, c'est un kilowattheure électrique ne vaut pas un kilowattheure gaz, ni un kilowattheure fuel, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas avoir le même impact sur l'atmosphère. Donc ça, il y a eu énormément d'amont qui a été fait par des analyses de cycle de vie qui ont permis de calibrer ça et de dire il y en a un qui vaut 1, il y en a un qui vaut 2, il y en a un qui vaut 3, et ainsi de suite. Alors, il y a toujours des incertitudes, mais ça, c'est pas très grave. Ça permet de lancer les choses. Et les incertitudes, donc, elles vont être, vous l'imaginez, je pense, assez facilement, plus importantes sur les données monétaires, sur les euros, que les flux physiques. Alors là, par contre, j'ai eu un peu moins de succès avec mes entreprises du bâtiment hier, parce que je leur ai dit, c'est pas des euros de béton ou de carrelage qu'il faut sortir, ça va être des mètres carrés, des kilos, etc. Donc là, ça coince parce que au niveau de la compta, comme le nom l'indique, on est plus sur des euros que des flux physiques. Mais si on veut compter le carbone, il faut compter les flux physiques. Donc ça fait partie des efforts à faire des deux côtés, mais pas mal du côté de l'entreprise. Hein. Et en collecte des données, il y a du boulot. Donc bien sûr tout ça est normé, il y a l'ISO, il y a la 14064, et puis il y a des données de sortie qui vont être soit vraiment internationales avec le GHG, le Greenhouse Gas Protocol, ou le bilan carbone français, méthode française, dont on n'a pas à rougir puisqu'on peut quand même dire que c'est la plus complète au monde, et puis elle existe depuis plus de 20 ans maintenant.
Alors, intrinsèquement, c'est approximatif parce qu'il y a des incertitudes. Donc, parfois, ça surprend aussi de dire, bah oui, votre bilan carbone, on vous le donne avec une incertitude de 20%. On est déjà content à 20%. Hein. On arrive à faire du 10 quand même, nous, chez EFIB. Mais, vous voyez, 20% sur certains postes, c'est 30, 40%. Bah oui, on ne peut pas être beaucoup plus précis parce qu'on n'a pas un petit appareil de mesure pour mesurer le CO2, bien évidemment. Ça va être des facteurs d'émission, comme le disait Lucas. Alors aussi très important, et c'est bien que tu aies parlé d'autres thèmes environnementaux, parce que tout ça est monocritère, CO2. CO2E, donc maintenant vous savez que c'est CO2 équivalent. Voilà, il ne faut pas, et en particulier dans les actions à prendre, aller à l'encontre d'autres enjeux environnementaux. On peut aussi faire des bêtises en raisonnant uniquement CO2. Donc, il faut être humble aussi, c'est que le carbone. Hein, tu as parlé de biodiversité, c'est tout aussi important. Difficile de dire lequel est le plus important. Bon, en tout cas, le carbone, on arrive un peu plus à le compter un petit peu mieux. Et puis, donc, ne pas restreindre le périmètre de l'analyse et aussi associer les parties prenantes au niveau du comptage et au niveau des actions d'ailleurs. On a encore un petit peu mal à le faire, mais de dire aux entreprises, les actions pour décarboner, mettez autour de la table un maximum de monde. Et pourquoi pas vos clients principaux, pourquoi pas vos fournisseurs, la commune et tout ça, dans toutes les parties prenantes, pour reprendre un terme RSE. Et vigilance sur la fameuse compensation carbone. On voit que ça explose en ce moment, on nous pose beaucoup de questions. Attention à l'ordre, hein. Donc l'ordre, il est bien celui-là. Sur le éviter, réduire, compenser. Hein, je pense que ça, vous le savez, vous l'avez entendu, mais le top, c'est même la sobriété, c'est-à-dire que ça repose sur les usages des comportements et remettre en cause des comportements. Alors, Barbara Nicoloso, qui est une des spécialistes de la sobriété et de la sobriété énergétique, elle dit que, il y a la sobriété individuelle, mais aussi la sobriété collective, quoi. Est-ce que tous ensemble, on arrive à se restreindre et à changer des comportements? Le vélo, c'est un emblème assez sympa de la sobriété. Ensuite, alors par contre, la sobriété, ça peut bouger d'un jour au lendemain. Hein, et si on n'y prend pas garde, ça peut, on peut chauffer plus sa baraque. Bon, ça repose sur des comportements. Donc, c'est pas non plus très très pérenne dans le temps. L'efficacité, bon, on en découvre tous les jours, hein, des solutions techniques. Donc là, on est sur la solution technique en efficacité. Donc pour réduire l'énergie ou réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on a un petit moteur. Hein. Il y a tellement à faire en réduction, en efficacité. Dans ce monde on baigne dans de l'énergie. Dans du kilowattheure par exemple pour de l'éclairage ici c'est utile. Après, est-ce qu'une autoroute éclairée c'est utile, c'est un autre débat, mais en tout cas en efficacité il y a beaucoup de choses à faire. Quand vous isolez d'ailleurs un bâtiment, là j'ai encore un peu la tête dans le bâtiment, on est dans une mesure d'efficacité et pas de sobriété. Et puis compenser, c'est en dernier, c'est la cerise sur le gâteau. Donc éviter, réduire, compenser. Là, on a pris un exemple dans les transports avec le vélo, les transports en commun, et puis la plantation d'arbres. Alors, vous avez peut-être entendu aussi parler du fait que nos forêts en France, elles ne sont pas forcément dans un état de santé incroyable et elles séquestrent moins de CO2 qu'avant. Hein. Donc on vient là de calculer le bilan carbone pour une structure bien différente des exemples un peu qu'on a donnés depuis le début. C'est le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France, donc qui gère plus de 500 sites naturels dans les Hauts-de-France. Et je leur ai estimé le CO2 séquestré par leurs espaces. Mais les incertitudes sont énormes et en plus ces puits ont tendance à se réduire. Donc vous voyez qu'on est sur quelque chose qui n'est pas très robuste, la compensation. Et en plus, on a parlé de greenwashing. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Et
ne pas dire surtout que vous êtes neutre en carbone à l'échelle d'une entreprise. On n'a pas le droit de dire ça. C'est ça. En fait, les entreprises peuvent financer des actions de compensation carbone via des replantations d'arbres, par exemple, en France ou ailleurs. Hein. Il y a des programmes très sympas. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'on préfère qu'elles financent d'abord des actions de réduction, qu'elles mettent leurs moyens là, et qu'après, quand elles auront fini leurs actions de réduction, qu'elles continuent les moyens sur des actions de compensation. C'est ça qui... sinon, c'est un peu trop facile. Il faut vraiment... ce matin, j'entendais à la radio, on parlait des posidonies en Méditerranée. Donc, ceux qui sont déjà allés, c'est les espèces d'algues qui bougent au fond et qui ont un pouvoir de captation de carbone qui peut aller jusqu'à 6 fois plus que les arbres. Et donc il y a des programmes en fait, de replantation des posidonies justement. Donc, outre le fait que ce soit sympa et que ça permet qu'il y ait des poissons dedans quand on se baigne, ça a quand même des intérêts assez utiles aussi. Alors d'ailleurs c'est un exemple de projet labellisé bas carbone. Donc autant on essaye de rendre nos clients critiques et prudents sur ces thèmes, autant il y a des espoirs intéressants sur vraiment le processus label bas carbone en France. Je vais finir sur quelques exemples pour vous montrer les rendus. Donc dès qu'on a du jaune comme ça, c'est on va dire BPI qui est derrière. Donc sur le DIAC Décarbonation. Donc bon, il y a des subventions quand même très intéressantes actuellement, mais il y en aura encore pour l'an prochain et je crois même encore 2025. Ouais, c'est ça. Donc nous, on n'est pas les seuls, hein, mais on est des partenaires BPI assez historiques. C'est un programme qui a été co-construit par l'ADEME, la BPI, l'association, donc l'ABC, l'association pour la transition bas carbone, et quelques bureaux d'études dont on a fait partie. Le programme est sympa parce qu'au-delà du bilan, il y a un temps qui est gardé pour la construction du plan d'action et pour la mise en transition, et aussi un temps qui est dédié à l'animation. Donc ça permet d'avoir quand même un package assez complet. C'est le seul dispositif subventionné aujourd'hui pour faire un bilan carbone, il n'y en a pas d'autres. Donc pour les entreprises de moins de 250 salariés, le reste à charge est de 4 000 €, donc il y a 6 000 € de subvention. Et pour celles, ça marche aussi pour les associations d'ailleurs, et pour celles qui sont comprises entre 250 et 500 salariés, le reste à charge est de 6 000 € avec 4 000 € de subvention. Et au-delà, vu que c'est du réglementaire, il n'y a plus d'aide. Je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est toujours la même logique. Donc être en avance est toujours gagnant. Donc rapidement, au niveau des phasages, c'est assez classique. Je commente pas tout, mais effectivement, vous voyez que là, donc à partir du moment où on va présenter le bilan carbone, où on a fait vraiment tous les calculs, il y a une phase plan d'action et une phase mise en action où il y a 3 jours consultants qui sont sanctuarisés pour justement démarrer les premières actions. Et on lâche la main à l'entreprise finalement de manière douce et tout à la fin. Et on lui livre pas un plan d'action et on lui dit débrouillez-vous. Alors c'est peut-être marqué un peu petit, mais en général un bilan carbone c'est entre 4 et 8 mois. Pourquoi ? Parce qu'il y a des phases de coordination entre tout le monde, le temps de synchroniser les agendas, etc. Ce qui va beaucoup jouer, c'est la phase de collecte des données, qui peut être plus ou moins longue et qui peut être rapide si les données sont bien structurées, qu'il y a des ERP assez robustes, etc., mais qui peut être très longue si c'est très, très étalé. Donc ça c'est vraiment important. Et surtout, qui peut être plus ou moins chronophage pour le client, on va dire. C'est-à-dire que nous, sur cette phase-là, on va jamais ouvrir les classeurs comptables de nos clients, on va pas rentrer dans ces ERP, c'est à lui de nous livrer les données. Enfin, évidemment, ça serait ultra confidentiel d'une part, et d'autre part, on n'a aucune plus-value là-dessus. Enfin, ça coûterait beaucoup trop cher pour le bilan. Donc ça, il y a quand même un temps, peu importe que vous le sous-traitez en externe ou pas, qui doit être alloué en interne. Et sur cette phase-là, qui généralement prend pour une personne en équivalent, c'est une demi-journée par semaine, sur 6 semaines, 6-8 semaines à peu près. Et après, sur l'ensemble du bilan, on va avoir quelques acteurs clés, comme la comptabilité va être très clé dedans, les achats vont être clés. Souvent, s'il y a un QSE, RSE, HSE, il va être forcément impliqué. Et évidemment, la direction doit l'être. Surtout sur la phase en amont pour le sponsor. Moi j'ai un exemple où je l'avais fait pour PSA. Il y avait des gens qui ne me donnaient pas les données parce qu'en fait il manquait d'un gros sponsor au début. À un moment donné, il y en a un qui a tapé du poing sur la table et bizarrement, 48 heures après, il y avait tout. Donc voilà, mais ça c'est un peu partout, surtout dans les grosses entreprises. Mais après, la direction va être surtout hyper importante sur la phase d'après. C'est-à-dire que et notamment sur le niveau d'ambition, sur les actions, à un moment donné, il va falloir mettre des moyens humains, financiers, un minimum. Il faut qu'ils puissent être moteurs et décideurs de ça. Alors d'où l'importance aussi dans les différentes phases, vous avez peut-être vu le cadrage. Et en cadrage, on peut même parfois se rendre compte que
tous les éléments sont pas là, la motivation n'est pas là, c'est pas adapté à l'entreprise et on décide de dire bah non, ils sont pas mûrs pour faire un bilan carbone et un diag décarbonation quoi. Donc c'est vraiment important de poser les règles au début et effectivement collecte des données c'est un peu laborieux et c'est beaucoup d'efforts du côté de l'entreprise donc on insiste sur ce point au début. Est-ce que vous êtes bien, voilà, est-ce que vous avez bien pensé à ça quoi. Une fois qu'on a traité toutes les données, donc via ce gros tableur, on a une cartographie des flux. Alors là, vous reconnaissez du coup différents thèmes. On va évidemment regarder tout ce carbone qui est lié à tout ça. Une bonne manière de raisonner, c'est tous les gaz à effet de serre qui sont induits par votre activité, par l'activité de l'entreprise en fait. C'est un bon petit mot-clé. Et donc tout ce CO2 qui gravite ce scope 3 et aussi bon, les émissions directes, mais finalement en pourcentage, vous avez compris que les émissions directes, c'est très rarement quand même les émissions premières. Cartographie des flux de ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment extrait de bilan carbone qu'on a anonymisé. Là, on est sur un équipementier automobile avec pas mal de fret, avec pas mal de sous-traitance, de l'achat de matières premières, du PVC en particulier, voilà. Et puis, on est obligé de compter pour regarder les gisements carbone. Où est-ce qu'on peut trouver les gisements? Alors, soyons clairs, 1 tonne de carbone économisée sur l'énergie, c'est pareil que 1 tonne sur les matières premières en fait. Ça a la même valeur. Simplement au niveau du levier, quand vous avez 80% sur les achats, voilà, le moins de petit pourcentage, ou sur les transports, par exemple, si vous contrôlez le gonflage de vos pneumatiques, vous gagnez 2% de carburant. Ouais, parfois, c'est des petites actions comme ça. Et puis, voilà, on présente les choses sous la forme les plus parlantes possible. Donc là, on est sur près de 3000 tonnes de CO2 annuel. On ne l'a pas dit, mais bilan carbone, c'est quasiment tout le temps sur une année. Et on se cale sur l'exercice comptable. Bien souvent, c'est calendaire. On fait des petits équivalents sur... du coup, vous savez maintenant que 3000 tonnes de CO2, c'est environ 300 Français au niveau de leur empreinte carbone. Voilà. Donc, on donne des petits équivalents parce que sinon, ça ne veut pas dire grand-chose. Et même, je dirais, quand on donne le chiffre à nos clients, il y a une première phase d'abattement, et là, bon, j'ai tout ce carbone-là, oui, là, c'est votre carbone, on l'a compté, on ne peut pas dire c'est plus, c'est moins que les autres, c'est votre carbone, et c'est très difficile de comparer deux bilans carbone, très difficile, parce qu'il y a plein de particularités d'entreprise, il y a quelques hypothèses, il y a des estimations, etc., c'est difficile, et en tout cas, la vertu, c'est d'avoir un plan d'action de décarbonation. L'absolu est intéressant, mais le relatif aussi, le ramener par chiffre d'affaires ou le ramener par ETP. Voilà, une entreprise qui se développerait de beaucoup, qui aurait vraiment une perspective de croissance, effectivement, elle aurait les deux à regarder. Entre nous, on a parlé de la planète. La planète, on n'a pas grand-chose à faire que vous réduisiez en relatif votre carbone. Dans l'absolu, c'est plutôt voilà, les émissions absolues, mais bon. Et puis on s'amuse à faire ce genre de petites choses, donc avec des flèches plus ou moins grosses selon le flux. Donc là, encore une fois, on est sur 70% en achat de biens-services. Et puis voilà, là c'est les dernières slides sur d'autres manières de présenter. Alors là, c'est une donnée de sortie brute du tableur bilan carbone, encore une fois sur les achats. Et puis on dépiote tout, on regarde en produits-services, et là je ne vous ai pas tout mis, je crois les 2 premiers postes. Achat de produits-services, focus sur les achats de biens matériels, et puis aussi l'énergie contrôlée. Là en l'occurrence, pour cet équipementier, on a quand même pas mal de gaz naturel qui est consommé sur leur site. Il n'y a pas d'isolation en plus particulière, donc il y a sûrement des choses à faire en audit énergétique et de l'immobilisation de biens. Alors si on fait tout ça, c'est pour aboutir à des plans d'action. On ne vous a pas fait l'injure de vous projeter un plan d'action parce que c'est imbitable à montrer en projection. C'est un plan d'action responsable délai moyen. Bon, c'est à faire. Et puis quand vous additionnez tous les moyens sur un plan d'action annuel, vous voyez si c'est faisable ou pas. Bon. Et en tout cas, on pousse les entreprises à réfléchir vraiment à la source en fait sur leur stratégie de décarbonation. Encore il y a peu de temps, on m'a parlé de limiter les impressions de papier pour une entreprise du bâtiment. Autant dire que, bon, éventuellement, ça peut être une petite action fédératrice en interne, mais ça fait quand même un petit peu gadget. Donc, il faut remettre en cause les modèles.
petite anecdote sur l'équipementier automobile, on fait des groupes de travail et puis il y a la dame de la logistique qui dit oui, c'est déjà optimisé chez nous avec les camions qu'on envoie en Roumanie. Donc je dis ok, regardez dans la même phrase, il y a 2 paramètres dans l'absolu, on peut peut-être les chahuter et les changer quoi. Il y a camion et il y a Roumanie. Bon, donc à un moment donné, par rapport aux efforts à faire, vous avez compris qu'il y a du boulot, donc on les fait réfléchir là-dessus pour atteindre cette île paradisiaque d'objectifs de votre stratégie climat. Et quelles sont les opportunités? Vous avez compris qu'il y en a actuellement. On a le vent dans le dos sur l'appui, par exemple, des services publics, de l'État, mais il y a quand même des freins. Alors en entreprise, on trouve plus facilement les freins et les risques d'ailleurs en général, mais il y a des freins, il y a des risques. Les entreprises n'ont pas forcément envie d'être le bateau qui est tout devant tout le monde et qui est peut-être plus cher que tout le monde. Bon, mais tout ça, c'est des stratégies. Donc voilà, on finit sur cette note, et avant vos questions, sur cette note positive de stratégie qui est de toute façon incontournable et il vaut mieux la maîtriser que la subir. Donc là, c'est la modélisation simple, on va dire. Après, il y a des outils qui vont plus loin, comme le SBTI, le CDP, ACT, etc., qui permettent même de modéliser cette trajectoire carbone selon différentes hypothèses et de voir à quel point on réduit ou pas. Et les méthodologies ACT, par exemple, sont intéressantes parce qu'elles sont spécifiques à chaque secteur. C'est-à-dire que la cimenterie n'aura pas la même objectif que la grande distribution, par exemple. Et donc, ça permet de voir si on est corrélé par rapport au benchmark en fait, des autres ou pas. Et donc ça, on peut modéliser ça mathématiquement. Donc voilà, c'est notre caractère ingénieur qui va ressortir. Et c'est là où on se dit qu'on a eu raison de faire une prépa de temps en temps. Donc voilà. Merci pour votre attention. Vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas.